Maxime Carabine au pays des samouraïs. Hey yo, what it do les petits bums? J'espère que vous êtes en forme. Ici votre chroniqueur, podcasteur, YouTuber, kickboxer, amateur préféré numéro 1 sur le territoire du Bas-Canada, Maxime Carabine. De retour pour le deuxième épisode officiel du nouveau podcast de Samouraï MMA. J'ai nommé Maxime Carabine au pays des samouraïs. Donc, me voilà pour discuter de tout et de rien par rapport à la carte de Samouraï MMA chapitre 9 qui s'en vient très rapidement, les chums. On est le 8 novembre. Dans quelques 23 jours, dans 23 jours, ça va être la pesée. Dans 3 semaines, jeudi prochain, pesée officielle de Samouraï MMA chapitre 9. Le lendemain, vendredi, le 1er décembre, chapitre 9, 9e édition de notre organisation d'arts martiaux mixtes professionnels préférée au Canada, j'ai nommé Samouraï MMA. Ben des nouvelles, les chums, à discuter avec vous aujourd'hui. Ça brasse si vous ne suivez pas Samouraï MMA sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook. Je vous invite à aller les suivre principalement. Puis si vous ne suivez pas votre boy Carabine, allez le faire, Maxime Carabine avec un K sur toutes les plateformes de réseaux sociaux au monde, les chums. Fait que commençons sans plus attendre par le co-main event. Parce que dans le fond, premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, c'était avec le seul et unique Canadian Badass, Michael Dufort. Puis on a discuté du combat principal, qui, je le répète, sera confrontation au plus haut niveau canadien des 155 livres pour la ceinture de Samouraï MMA entre Robert Gypsy Danger Serres et Kyle Prepolek. Puis pourquoi j'ai eu Dufort pour parler de ça? Ben, Dufort a affronté les deux. Avait battu Serres par guillotine en 2017. Puis avait fait partie du combat de l'année, puis possiblement du meilleur combat de l'histoire de Samouraï MMA lors du tout premier gala au Théâtre Olympia face à Kyle Prepolek. Un combat qui avait malheureusement glissé entre les mains de Michael sur une split decision, un combat qui aurait vraiment pu aller d'un bord ou de l'autre. Mais c'est Kyle Prepolek qui l'a emporté dans tout un combat, vraiment. Donc, j'ai reçu Michael, puis on a jasé de ça. Qu'est-ce qu'on pensait? On a donné nos prédictions. Personne de mieux avec qui je pouvais faire ça que Michael Dufort. Il nous a donné des super insights. Fait allez écouter ça, c'est sur mon YouTube channel. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour parler du reste de la carte que Samouraï a annoncé. Là, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 combats, 6 combats pour vous qu'on va discuter en long et en large. Puis on va commencer par Danny Mallette face à Dejan Kadjic. Puis j'ai reçu le seul et unique Johan Lennes sur le Carabine Show épisode 4 dimanche. Puis j'ai demandé au chum Johan Lennes de me parler du combat de Danny Mallette face à Kadjic parce que si vous ne le saviez pas, Johan Lennes et Danny Mallette étaient censés s'affronter il y a quelques années de ça dans l'ancienne organisation d'arts martiaux mixtes professionnelle québécoise avant que Samouraï naisse, littéralement. Puis ça n'a jamais eu lieu pour quelconque raison, je pense. Mais bref, les deux bonhommes étaient censés s'affronter. Fait que Johan avait eu la chance d'étudier en fond et en large Danny Mallette et ses techniques de kickboxing. Vraiment, probablement un des meilleurs kickboxers en MMA au Canada qui n'est pas dans l'UFC. Danny Mallette, vraiment là, très, très fort, debout. Si vous ne le saviez pas, ben, je vous l'annonce. Là, il y a quoi? Il y a 3 combats à Samouraï. 2 victoires, 1 défaite. Sa défaite, c'était contre Joe Ramsey, un fou combat. Possiblement le meilleur ou le deuxième meilleur combat de l'histoire de Samouraï MMA, dépendamment d'où votre opinion va là-dessus, les chums, mais c'est débattable. Puis sinon, mais il avait battu Jordan Balmire à Laval, chapitre 5. Puis il a battu tout dernièrement un quelconque Mexicain à Québec. Puis ça avait été 2 KO super rapides au premier round. Puis sa guerre face à Joe Ramsey était vraiment incroyable aussi. Fait que tout un kickboxer Danny Mallette va affronter Dejan Kadjic, qui lui est un champion de MMA professionnel dans l'Ouest canadien pour l'organisation BFL Battlefield Fight League. Dejan Kadjic qui est un bon vieux routier, un excellent combattant. Vraiment. Puis là, c'est le boss, là, Daniel, qui vient de m'écrire. J'ai dit que je faisais un épisode, puis que s'il y avait des scoops pour moi ou des trucs qu'il voulait que je vous parle. Fait que faut pas que j'oublie, là, mais avant la fin du podcast, je vais checker ce qu'il m'a écrit, le bon vieux Dan.
Mais sinon, j'ai les propos de Johan Lennes sur le Carabine Show numéro 4 par rapport au combat de Danny Mallette que je veux vous présenter. Puis si vous n'avez pas eu la chance de voir l'épisode, ben allez-y les chums. C'est un très bon épisode, franchement. J'ai adoré. Mais voici ce que Johan Lennes avait à dire sur le combat. Ouais, je suis d'accord. Ton chum Mallette, il va se battre dans un gros combat contre Dejan Kadjic. Ton chum qui était anciennement supposément un adversaire. Ouais. Raconte-moi ça un peu, l'espèce de chimie, d'amitié que vous êtes en train de bâtir, vous deux. Là. Ben écoute, tu sais, on a eu beaucoup de rivalité dans les deux. Dans le temps, moi, je venais de Montréal, lui venait de Québec. On était supposés de s'affronter. Tu sais, il y avait énormément d'animosité. Mes amis, ses amis, écoute, c'était quasiment la guerre. Par la suite, je sais que lui, il y a eu certaines difficultés personnelles. Par la suite, moi, ma carrière s'est mise à aller un petit peu mieux. Moi, je lui ai écrit à Danny Mallette, man. J'ai dit, bro, peu importe ce qui arrive dans la vie, il faut garder la tête haute. Tu es talentueux. Il faut que tu grindes. J'ai lancé un petit message de motivation. Yeah. Je pense qu'il a apprécié ça. Par la suite, on s'est revus dans un gala, man. Les deux, on s'est serrés dans nos bras, man, comme si on était des best buddies. Puis ça s'est juste fait naturellement, man. Puis, tu sais, là, ce que je veux, c'est essayer de pouvoir l'aider en jiu puis en grappling, puis que lui m'aide un petit peu en striking, parce que clairement, Danny Mallette, c'est un top striker, tu sais. Puis, that's it, tu sais, c'est vraiment ça qui est arrivé. Je respecte beaucoup ce gars-là. Il a une grosse famille, il prend soin de ses enfants. Man, il travaille fort, il l'a pas eu facile, il est résilient, il continue d'avancer. Moi, des gars de même, ça m'inspire. Pas des gars qui l'ont toujours eu facile, puis que moi, je suis le meilleur, puis non. Tu sais, dans la vie, il faut que tu fasses face à l'adversité. Ouais. Puis si tu es capable de la surmonter, puis de continuer d'avancer, ça, c'est un vrai gagnant. Les gens qui n'ont jamais fait face à l'adversité, un jour, vont pogner un mur, puis ils ne seront pas capables de se relever. Un gars comme Danny Mallette, je trouve un gars très inspirant. Puis je lui souhaite une victoire contre Kadjic, mais ça ne sera pas facile parce que c'est un tough, man. Il est au Tristar, je le vois. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, il a une bonne boxe. Il s'entraîne fort. Il a battu Karen Cameron. Il avait battu Cameron, qui était un gros prospect, qui était 4-0, qui me faisait penser un peu à Danny Mallette. Okay. Mais écoute, je suis confiant pour Danny. Ça va être un absolute striking match-up. Écoute, je lui souhaite une grosse victoire pour qu'il puisse ensuite aller avoir sa revanche contre Jonathan Ramsey. There you go. Solide mot que Johan Lennes avait pour le chum Danny Mallette, qui a passé par toutes sortes d'épreuves, Danny, pour se remettre sur les deux pieds puis devenir un des combattants professionnels en arts martiaux mixtes les plus redoutés au Canada. Johan l'a dit, ce ne sera pas facile. Kadjic, qui s'entraîne au Tristar Montréal, Johan me l'a appris. Fait que Danny, si tu veux aller get un petit peu d'informations, il n'est pas trop loin. Puis ouais, fou match-up, fou standing match-up. Kadjic, champion pro chez BFL. Danny Mallette, passé à ça d'être le champion au Québec. Grosse victoire de Joe Ramsey, on se souvient. Puis gros combat pour Danny Mallette. Parce que si tu peux aller battre le champion de BFL, tu t'achètes automatiquement un rematch pour Joe Ramsey. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais en parlant de Joe Ramsey, Daniel, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit là, avant d'oublier. Alors, il m'a dit que ça va être le dernier gala avant d'être sur UFC Fight Pass le 1er décembre au Centre Pierre Charbonneau. Puis que la seule façon de pouvoir voir le gala, ça va être en direct sur place. Parce que ils vont enregistrer l'événement pour pouvoir le mettre sur la plateforme Fight Pass éventuellement. Fait que ce ne sera pas disponible en direct nulle part. Faber va faire les commentaires en anglais possiblement pour que ça se retrouve sur Fight Pass éventuellement. Mais il n'y aura pas possibilité de louer de pay-per-view si je ne me trompe pas. Peut-être que ça va changer. Puis ce ne sera pas non plus à RDS. Fait que la seule façon de voir chapitre 9, ça va être d'être sur place au Centre Pierre Charbonneau. Donc achetez-vous vos billets disponibles sur le point de vente. Ensuite de ça, il me dit qu'il est en négociation avec un gros joueur, un gros nom du Québec. En ce moment, il espère l'avoir sur la carte. Donc, ça, c'est le fun. Il dit que Joe Ramsey, en parlant de Joe Ramsey, va être de retour en février. Daniel qui m'annonce par le même coup que la prochaine carte après décembre, ça va être en février pour Samouraï, puis que Joe Ramsey va se battre sur celle-là. C'est pas impossible de croire que si Danny Mallette l'emporte face à Kadjic, ça va être un rematch contre Joe Ramsey. Mais je sais que Joe, j'ai parlé dernièrement, il veut vraiment
un combat face à Jesse Ronson, le seul et unique. Fait que je le souhaite pour Joe. Vraiment, là, il mérite d'avoir son combat face à Ronson. Puis une victoire face à Ronson pourrait potentiellement amener le chum Ramsey à un combat à Contender Series là, avec une fiche de 6-0. Puis victoire sur 2 gros noms comme Mallette puis Ronson. Donc c'est ça. Sinon, Samouraï va se concentrer sur les jeunes combattants qui vont pouvoir être signés à long terme à l'organisation. Fait qu'il y a des beaux prospects. Là, si vous n'avez pas vu ma visite au Fight Quest 53 dernièrement, là, il y a des solides noms là, sur la scène amateur québécoise. Je le répète, les Nathan Pouliot, les Joël Renaud, les Sean Irving, tous ces gars-là vont plus tôt que tard se retrouver à Samouraï MMA. Fait que ça, c'est le fun. Puis sinon, pour la prochaine année, de nombreuses écoles de MMA au Québec qui n'ont pas eu encore de combattants feront leur début chez Samouraï. Fait que super le fun. C'est des nouvelles écoles comme l'Octogone où s'entraînent les chums Joël Renaud et Nathan Pouliot possiblement. Fait que c'est ça. C'était ça pour Danny Mallette contre Dejan Kadjic. Co-main event de complet fou. Stand-up match-up. Ça va se taper sa poire, les chums. Même chose pour Robert Serraille contre Carl Purpolek. Fait que les 2 derniers combats de la carte du Samouraï chapitre 9 valent amplement le prix d'entrée, qui tourne habituellement autour de 80$ le billet, ce qui est vraiment pas cher pour une carte de MMA Pro. Puis ça, c'est juste les deux combats principaux. Là, je vous le dis, j'ai le reste de la carte devant moi, là, puis ça brasse en tas. Le chum Isaac Blais, qui va se battre contre un nom assez connu sur la scène canadienne, Nate Small. C'est un nom que j'ai déjà vu, que je connaissais parce que je l'ai probablement déjà vu se battre à BTC. Si on va voir son Tapology ensemble, 27 ans, le chum, 145 livres, c'est déjà battu chez les Bantamweight, donc ça va probablement être un combat à 135 livres avec le chum Isaac Blais, c'est sûr. 5 pieds 6, 2 victoires, 3 défaites. Il est sur 2 défaites d'affilée. Nate Small, dont un KO, une décision. Une victoire par Doctor Stoppage à BTC 15. C'est là que je l'ai vu, si je ne m'abuse, ainsi qu'à BTC 13, où il avait perdu par guillotine. Donc, il peut gagner par soumission, peut perdre par soumission, peut gagner avec ses points. Pas un client facile pour le chum Isaac Blais. Seulement 2 et 3, juste avoir la fiche, tu peux dire que ça va être relativement facile pour Isaac Blais, qui, on le sait, est très talentueux. Son dernier combat remonte à Mauricio Cruz à Gatineau, puis Isaac a fait face à toutes sortes d'adversités pour finalement revenir au 3e et soumettre Mauricio à la toute fin du combat. Fait que ça, c'était vraiment très fort de la part de Isaac, qui est 3-0. Chez les pros, ça va chercher sa 4e victoire au mois de décembre face à l'Ontarien Nate Small. Vraiment, là, tous derrière Isaac Blais, qui s'entraîne avec Sifu Pat au Pat Mode MMA à Gatineau. Fait que très hâte de voir ça. Beau segue pour le prochain combat. Alain Majoric, également un combattant du Pat Mode MMA avec Sifu Pat à Gatineau. Alain Majoric est sur 2 victoires en autant de combats chez les professionnels. Les 2 victoires ont été acquises avant la limite chez Samouraï, à Gatineau, puis à Sherbrooke, face aux Français dont j'oublie le nom, à Gatineau, puis face à Mauricio Cruz. Donc, lui aussi avait battu Mauricio Cruz cette fois-ci à Sherbrooke, puis on peut dire qu'Alain l'avait eu un petit peu plus... l'avait laissé paraître un petit peu plus facile sa victoire face à Mauricio Cruz que celle de Isaac Blais face à Cruz. Fait que Majoric, là, vraiment un 2-0, un combattant un petit peu plus vieux, déjà dans sa trentaine, mais l'a mentionné dans sa belle entrevue avec Faber Glass, que d'ailleurs, allez regarder, c'est sur la chaîne de MMA Talk. Puis Alain veut viser les grandes ligues. Là. Il est là pour enchaîner les combats, enchaîner les victoires, des performances spectaculaires. Il aime ça se battre, le chum. Ça fait longtemps qu'il se bat, que ce soit dans la cage ou à l'extérieur de la cage. Puis il va accueillir finalement, croisons les doigts, touchons du bois, celui qui est curse chez Samouraï MMA, c'est Daniel Lugo, qui en est déjà à 2 ou 3 cancellations à Samouraï. Puis là, il est booké face à Alain Majoric. Fait qu'il ne devrait pas avoir de problème. On avait eu la chance de voir Lugo à Québec, qui était venu corner une couple de gars. Combattant sérieux, seulement 1-0. Pardon, seulement 1-0 Lugo chez les pros, mais beaucoup d'expérience tout de même. Mexicain vraiment très fort. Pardon, qui a corner à plusieurs fois, dont à Samouraï. Fait que déjà là, il connaît un petit peu l'organisation. On a probablement eu la chance de voir des vidéos sur Alain et tout. Fait que ça va être ça aussi un combat chez les 135, si je ne m'abuse. On va aller voir sur la page Facebook de Samouraï. Vous devriez également être abonné à cette page parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir toutes vos informations.
Mais Majoric Lugo, ça va être chez les bantamweight aussi, 135 livres. Donc, 2 combats chez les bantamweight, là, Blais face à Small et Majoric face à Lugo. 2 combats qui promettent les chums. Est-ce qu'Alain Majoric va réussir à rester invaincu et aller chercher sa 3e victoire en autant de combats chez les pros? Est-ce que Daniel Lugo va venir gâcher le party du Québécois et des Québécois au Centre Pierre Charbonneau le 1er décembre? À suivre, les chums. Mais on a entendu des belles choses sur Lugo. Majoric, très bon lutteur, avait réussi à finir, à gagner son premier combat par soumission. Puis avait fini, les 2 par soumission en fait. Mais Mauricio Cruz, il avait bien tapé sur les pieds avec ses poings pour finalement que le Mexicain s'écroule au sol. Puis Alain avait réussi à le soumettre. Puis toute une soumission à son premier combat chez les pros, franchement. Donc 2 soumissions en autant de victoires, mais Alain frappe très fort aussi. Super beau stand-up. J'ai eu la chance de le voir souvent à l'entraînement. Puis tout là, c'est un gars qui est très fort sur les pieds. Tout comme Daniel Lugo. Je ne suis pas au courant du sol de Daniel Lugo, mais je sais qu'il est très bon Muay Thai aussi chez Lugo. Fait qu'il y a un autre combat qui devrait se tenir principalement sur les pieds. J'ai très hâte de voir ça, à moins qu'Alain décide justement d'amener Lugo au sol pour voir de quoi le Mexicain est fait quand le combat se passe sur le tapis. Mais bref, un combat avec beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux aussi. Majoric qui veut rester évidemment invaincu le plus possible dans sa carrière, aller chercher une 3e victoire cette année en plus. Potentiellement un des combattants de l'année là, dans l'organisation Alain Majoric. Fait que très, très cool. Ensuite de ça, un combat chez les middleweight. Olivier Rhin, le Québécois natif de la France, qui fait son retour à Samouraï. On l'avait vu la première fois à Laval, chapitre 5, face à un autre Québécois, David Hubert-Terrien, sur ce qui était le premier ou le 2e combat de la carte. Hubert-Terrien, 0-5 chez les pros, 0-6 après sa défaite face à Olivier Rhin. Un gars qui a beaucoup de cœur, qui a quand même du talent debout, mais c'est un gars qui n'a jamais été capable d'aller chercher la victoire chez les professionnels. Donc, Olivier Rhin est en mesure de le terminer au 1er ou 2e. Je ne suis plus trop sûr, mais on se souviendra un ground and pound qui avait forcé l'arbitre à arrêter le combat. Suite à de belles échanges sur les pieds, là, vraiment le Hubert-Terrien qui est capable de se tenir sur les pieds relativement bien. Mais Olivier Rhin, super lutte, super judo aussi. Un combattant qui n'a pas beaucoup d'expérience, Olivier Rhin, qui a fait le show, il a fait le saut chez les professionnels assez rapidement. Puis j'ai le seul et unique Faberglass qui en a discuté sur son podcast, le High Poke Podcast dernièrement avec Greg Saint-Pierre. Puis je trouvais ça intéressant ce qu'il avait à dire sur ce combat-là. Olivier Rhin contre Keenan Keller, qui est un autre Canadien. Puis allons voir ce que le chum Faber a à dire sur ce combat-là, les potes. Non, c'est ça. Puis, le prochain combat, honnêtement, il faut que je lève mon chapeau man, à Olivier Rhin. Parce Olivier Rhin il affronte Keenan Keller. Ouais, Keenan Keller, il est 2-3. Il a commencé sa carrière 2-0. Il a perdu ses 3 derniers combats. Puis tout par finish au premier round, là, malheureusement pour lui. Mais c'est comme, tu regardes sa fiche, t'es genre, il vient de se faire smoke 3 fois au premier round, il est à chier. Si tu regardes les combats, t'es genre, c'était comme le plus complet des firefights où les 2 ont failli mourir comme genre généreux, genre. Ouais, genre un peu. Mais 3 fois! Ben, la première fois, il s'est fait heel hook par Kyron Cameron, mais il y avait du succès debout. Okay. Après ça, il s'est fait knocker par Bobby Poulter. Puis par l'autre qui l'a knocké, c'est Keenan Pattershuk qui vient d'ailleurs. Ouais, puis Keenan Pattershuk qui vient d'ailleurs encore de gagner au Cage Warrior contre un dude qui avait 15 combats, qui s'appelait Kadzimurad Bestaev. Puis il l'a knocké au premier round. Là, fait que Keenan Pattershuk, c'est un autre qui a commencé à se battre en genre août 2022, puis qui a présentement une fiche de 5-1. Cage Warrior, tabarnak, c'est allé vite, mon Non, Cage Fury que je voulais dire. OK. Ben, pas que Cage Fury, c'est moins... Ben, non, c'est super bon, mais gros, écoute, c'est ça. Et Keenan, le chum Keenan Pattershuk, il a commencé son année avec une défaite par split decision. Puis depuis, il y a 3 victoires par knockout au premier round. Fait qu'il est 3-1 cette année, 5-1 au total. Gros prospect à suivre, lui aussi, là. Mais c'est ça. Ce gars-là, il a battu Keenan Keller. Puis là, ça a fait que Keenan Keller puis sa blonde, Alana Cook, qui est aussi une combattante professionnelle, ont décidé que c'était assez, man. Il avait fait le tour du BC. Puis il déménageait, man, à Sainte Catharines, en Ontario. Oh!
pour aller s'entraîner au Niagara Top Team. Pas mauvais Fait comme que idée. Olivier Rhin, man, qui est 1-0, qui a battu David Hubert-Terrien, puis que, tu sais, gros, calice, man. C'est un combat pro, là, c'était sanctionné pro, mais on s'entend, là. Là, il fait un jump C'est en poli. compétition, puis il affronte un d'autre qui a 5 combats pro qui s'entraîne au NTT, là, à son Ouais, deuxième puis combat en carrière. Juste Fait que dire à Olivier Olivier, Rhin, là, il a des couilles en il y a tabarnak. des Olivier Rhin a des couilles en tabarnak selon Faber Glass. Fait que props à lui. Keller, Faber vient de vous le décrire. 3 défaites d'affilée, 1 soumission, 2 défaites sur strike, dont sa dernière par ground and pound. Olivier Rhin est allé chercher sa seule et unique victoire en autant de combat chez les pros par ground and pound. Donc, Olivier Rhin va-t-il tenter d'amener Keller au sol et de le finir ainsi? Ce serait pas une mauvaise idée. Il peut aussi essayer de stand-up avec lui. Cependant, Faber l'a mentionné, Keller s'est dirigé du côté de Niagara Top Team, gym canadien reconnu pour leur lutte. Fait qu'est-ce qu'on va avoir droit à... Autant on a eu beaucoup de combats qui vont se tenir sur les pieds, est-ce que là, ça va être vraiment une guerre de savoir qui est le plus fort dans le clinch, corps à corps, amené au sol, un petit peu de scrambling au sol. Fait que ça aussi, un combat rempli de questions. Olivier Rhin prend un gros test, vraiment un combattant qui est à 5 combats pro. Olivier Rhin qui en a seulement 1. Certes, Keller est sur 3 défaites de suite, mais still, props à Olivier Rhin d'avoir pris le combat là, lui puis son agent Marc, que j'oublie ton nom de famille, Big, mais je vois t'es qui, puis props à vous, man, parce que non, c'est pas tout le monde qui prend des gros fights comme ça, puis vous l'avez fait. En parlant de pas tout le monde qui prend des gros fights comme ça, boum! Antoine Chaput est de retour. Puis dans le même podcast, là, allez écouter le Hypoke Podcast, probablement que vous le faites déjà, mais c'est tout le temps intéressant ce que les gars ils ont à dire. Puis Antoine Chaput, probablement un des meilleurs prospects à 155 livres au Canada, probablement un des meilleurs prospects en général dans le monde des arts martiaux mixtes au Canada. Puis j'ai entendu dire que c'est Radley de Silva, son adversaire, également un Ontarien, si je ne m'abuse. Et le 5 ou 6e combattant qui a été proposé au clan Chaput. Puis c'est le premier qui a accepté. Donc il y a 5 combattants québécois, canadiens qui ont refusé de se battre face à Antoine Chaput, qui est seulement 2-1, ce qui est une très bonne fiche, là, mais seulement 3 combats amateurs chez les professionnels. Puis j'ai entendu dire qu'il y a des pas pires gros noms qui ont refusé de se battre contre Antoine Chaput. Fait que c'est pas peu dire sur le niveau du jeune homme, puis son futur, puis toute sa technique, puis vraiment là, son IQ. Là, on se souviendra de son combat contre Caiolo, qui avait réussi à lutter pour montrer qu'il pouvait lutter. Puis sa dernière victoire, il me semble que c'était à Sherbrooke, Antoine. Puis il avait... j'ai un blanc de mémoire, là, mais je me souviens qu'il avait donné les props à Faber parce que Faber avait quelques questions, puis Antoine est allé dans le combat, puis il a répondu aux questions de Faber de brillante façon. Radley de Silva, celui qui a finalement dit oui pour affronter Antoine Chaput, est sur 3 victoires d'affilée. Il nous provient de Western Canada. Donc, c'est un gars de la Colombie-Britannique également. S'est battu chez BFL. Radley de Silva, Snake Eyes, 5 et 10, combat prévu chez les lightweights, 155 livres, 3 victoires d'affilée, je l'ai dit. 2 décisions, un rear naked choke. J'ai bien de la misère à croire qu'il va réussir à soumettre le seul et unique Antoine Chaput, qui est tellement bon, Antoine, tellement jeune, 21-22 ans seulement. D'ailleurs, primeur, on a parlé du combat principal entre Robert Serres et Cal Prpolek. Si jamais quelque chose avait à arriver à l'un de ces deux-là, je touche du bois, on ne souhaite jamais de mal à personne. Mais si jamais un des deux devait se retirer du combat, quelque chose se passe, c'est Antoine Chaput qui va se battre pour la ceinture des 155 livres à Samouraï. C'est le remplaçant officiel. On a vu ça là, beaucoup dernièrement à l'UFC, qu'il y a tout le temps un combattant un 3e joueur qui se présente dans un combat de championnat au cas où il arrive quelque chose. Bien, justement, on l'a chez Samouraï aussi. Puis le remplaçant officiel pour le combat de championnat des 155 livres, c'est nul autre qu'Antoine Chaput. À 2-1, Antoine s'est déjà fait un gros nom sur la scène québécoise et potentiellement la scène canadienne si autant de combattants ont refusé de vouloir l'affronter. Tellement bon sur les pieds. J'ai d'ailleurs
publié la dernière séquence qui avait terminé son dernier combat en amateur, là, tout dernièrement sur mon Facebook, allez voir ça, mais un striking élite, Chaput précis, fluide, puis très très bon au sol aussi. On l'a vu contre Caiolo, une bonne lutte, un bon contrôle. Il va pas essayer d'aller chercher une soumission rapidement, là, c'est contrôle avant soumission. Chaput tellement jeune, mais tellement bien entraîné, puis tellement comme intelligent. On l'a vu dernièrement, il est allé s'entraîner avec nul autre que Charles Jourdain également. Pas pire gars avec qui aller faire une partie de ton camp d'entraînement, Charles Jourdain. Fait que des gros moves de Team 360 MMA à Saint-Hubert et Antoine Chaput. Tellement hâte de voir le bonhomme. Contre Radley Da Silva, ça va être un bon test pour Antoine. Mais pour vrai, il a peur de rien, Antoine. Puis pas mal sûr qu'il va passer le test haut la main. Mais c'est un combat d'arts martiaux mixtes, tout peut arriver. J'ai très hâte de voir Antoine Chaput dans la cage le 1er décembre. Le retour de David Lune, David Moon aussi, qu'on a connu à Gatineau dans tout un combat face à Pat Connors. Le combat de la soirée, je pense que sur mes cartes, là, honnêtement, là, c'était complètement débile, ce combat-là. Un stand-up battle de fou. David Moon qui s'entraîne au Tristar, un petit peu au Apex aussi, downtown Montréal. Il fait son Muay Thai là-bas, mais principalement au Tristar. Il s'entraîne beaucoup avec Alex Morgan, avec tous ces gars-là. David Moon qui est un Québécois d'adoption. On l'aime bien ici. C'est le local, d'ailleurs, dans ce combat-là, face à un gars qu'on a déjà vu en Jordan Beltran. Si vous ne souvenez pas de Jordan Beltran, c'est lui qui avait affronté Frédéric Duprat au dernier gala de Samouraï, le chapitre 8 à Québec. Beltran, un Mexicain qui ressemble légèrement à James Bond. C'est le James Bond du Mexique, là, comme j'aime amicalement l'appeler, Jordan Beltran. The Bull, 13 victoires, 11 défaites. Et pas sur une super belle séquence, 4 défaites à ses 5 derniers combats. Un knockout, 3 soumissions. Fait que, on peut voir plusieurs voies de la victoire pour David Moon, mais David Moon a potentiellement un bon grappling. Combattant, là, vraiment, là, ça fait longtemps qu'il se bat. David Moon s'est battu en Europe, chez Octagon, dans les grandes ligues. Là, fait le saut au Canada chez Samouraï. On l'a vu stand-up face à Pat Connors. C'était fou raide. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que le plan de match pour Beltran, ça va être d'essayer d'amener Moon au sol. Puis le plan de match pour Moon, ça va être d'essayer de garder le combat debout. Je pense que le striking de David Moon est de loin supérieur à celui de Beltran. Quoique, il nous avait donné des bons petits flashs face à Duprat. Mais comme tous les combats de Duprat, ça se termine assez rapidement par soumission. Puis Beltran avait été victime de la guillotine du seul et unique Toaster. Mais très cool de revoir Beltran de retour. Petite équipe mexicaine qui va s'amener à Montréal le 1er décembre. Seulement 2 ou 3 Mexicains sur la carte, donc c'est assez cool. David Moon, très hâte aussi de le voir. Gros gars de stand-up. Devrait nous donner une belle clinique sur les pieds. Il va falloir qu'il fasse attention au grappling de Beltran aussi, cependant. C'est ce qui complète les combats qui ont été annoncés par Samouraï dernièrement. Il devrait en avoir quelques-uns encore, mais là, avec le combat principal, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on a 7 combats de confirmés sur la carte du chapitre 9. Du chapitre 9. Mais je m'attends à en avoir peut-être 10 total. Donc, il nous reste 3 combats à être annoncés. Daniel qui me dit qu'il travaille présentement, il est en négociation avec un gros nom du Québec, puis qui aimerait bien ça le voir à Montréal le 1er décembre. Fait que ça, c'en est un. Je pense que j'ai ma petite idée parce que si vous allez voir le dernier post Instagram d'un certain Alex Morgan, il nous a laissé sous-entendre de quoi, le petit chum. Allez le suivre d'ailleurs sur Instagram, toujours un bon follow, Alex Morgan. Alex Morgan, 145, easy comme ça sur Instagram, puis on va regarder son dernier post. Donc, c'est lui, lors de son combat de boxe, Morgan qui est allé chercher une belle victoire face à nul autre que TJ Laramie chez New Era Production au mois d'octobre. Une belle victoire par décision unanime, je crois, mais par décision. Bref, qu'est-ce qu'il dit en caption, Morgan? Il dit « Place à une dernière partie d'échecs pour 2023. Rive-Nord, préparez-vous, t'es avec nous ou on te tape. » Donc, le message est clair, mon Morgan. Il va se battre une dernière fois en 2023. Samouraï MMA, c'est la maison d'Alex Morgan. 1er décembre, une carte. 1+1, 2. Alex Morgan, il y a des chances qu'on le voit sur la carte de Samouraï MMA le 1er décembre. Sinon, belle signature de la part de Samouraï. Maxime Côté, si vous ne connaissez pas, très, très, très bon grappler. Maxime Côté qui vient tout juste d'être signé
par l'organisation. On va voir ça ici, c'est le dernier post. C'est lui. Donc, alerte signature, un nouveau samouraï s'ajoute à la famille. Le prodige de Jiu-Jitsu, Maxime Côté, débarque chez les pros. Nous sommes très contents d'annoncer que Maxime fera ses débuts professionnels très prochainement. Clin d'œil. Donc, est-ce qu'il va se retrouver lui aussi sur la carte du 1er décembre? Nous allons l'apprendre très bientôt. Contre qui voyez-vous Maxime combattre lors de son premier combat pro? On le voit ici dans toute sa splendeur. Maxime Côté, qui fait le saut chez les professionnels. Fait son jiu-jitsu chez Oma BJJ, entre autres, avec Tommy Morrison. Puis fait son striking au Tai Long, gros gym de Muay Thai, à Montréal. Principalement un grappler. Max Côté, là, je l'ai déjà vu se battre une couple de fois chez les amateurs, dont une fois face à Gino Poirier à NFL, puis c'était tout un combat. Son dernier combat, c'était un combat de kickboxing, si je ne m'abuse. C'est ce qui lui a d'ailleurs mérité un contrat chez Samouraï MMA de la part du seul et unique Romuald Langlois. Mais Max Côté, belle signature pour Samouraï. Un nouveau Samouraï dans la famille. Puis c'est ce qui complète l'épisode 2 de Maxime Carabine au pays des samouraïs. Je vous remercie d'avoir été là, les bums. Puis je vous dis à la prochaine. Maxime Carabine au pays des samouraïs.